Décideur TV poursuit ces sessions live en direct du colloque NPA Le Figaro sur la transformation numérique et on a autour de la table quelques-uns de l'équipe France, de l'équipe France numérique, digitale, avec Marie Eklund. On commence par les jeunes femmes qui dirigent France Digital. On a Benoît Thullien du Conseil national numérique, du numérique, et puis Paul-François Fournier de la BPI France. On va parler ensemble de comment on essaye et comment vous essayez, parce que c'est vous qui portez cela, de rebooter l'operating system de la France. Comment est-ce qu'on met la France finalement dans la première ligue du numérique? Marie, on commence par vous. Au sein de France Digital, c'est quoi votre combat? Notre combat, c'est d'arriver à créer les champions du numérique de demain. On est dans une économie où finalement nos grands acteurs sont assez vieux. On avait fait le calcul, 104 ans d'âge moyen, les sociétés du CAC 40. En fait, c'était 101 ans il y a 3 ans, maintenant ça fait 104. C'est vénérable. Voilà, mais on a une économie en termes de PME et de start-up qui est extrêmement dynamique. Et donc notre combat, c'est de faire en sorte que l'ascenseur de croissance soit le plus fluide possible pour qu'on arrive à recréer des nouvelles ETI et des nouveaux grands comptes à partir des start-up du numérique. Et vous êtes une spécialiste parce que vous êtes une chasseuse de talents, une investisseuse au sein d'Elaya. Vous avez financé notamment Criteo, une belle success story. Maintenant, vous lancez votre fonds qui va s'appeler Daphne. Oui. Cherchez de l'argent, ceux qui nous écoutent peuvent vous envoyer des fonds. Mais justement, c'est intéressant Criteo parce qu'ils sont partis aux États-Unis et c'est ça qu'on veut éviter finalement. Ils sont partis se faire coter et se développer aux États-Unis ou pas forcément, on n'en est plus à ces guerres de position? Moi, je pense qu'on n'en est plus à ces guerres de position. On est dans une économie qui est complètement mondialisée, c'est-à-dire que le sujet, c'est de construire un produit, un service qui soit compétitif au niveau mondial, ce qui implique de rester très innovant, d'investir, d'être agile, etc. Mais le vrai sujet, c'est de créer de l'activité localement. Criteo, ça reste une ESA française dont la moitié des effectifs est basée à Paris, au 32 rue Blanche, et qui, par contre, porte les couleurs de la France haut dans le monde en faisant plus de 80% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Paul-François, on va vous donner le micro parce que c'est une des missions de la BPI, un des enjeux, une des ambitions en tout cas, d'accompagner ce terreau numérique très dynamique en France et en effet essayer de les faire pousser le plus loin possible. C'est ça qui manque, un peu le chaînon manquant, la grosse PME numérique qui se développerait en France. Oui, c'est vrai, on fait tous le constat qu'effectivement, on a beaucoup de petites pousses. Nicolas Dufour disait qu'on a une forêt de bonsaï et qu'il nous manque, il nous manque les grands arbres. Alors, ces bonsaïs, ils grandissent néanmoins assez fortement. Et pour ça, on a mis des moyens considérables autour de l'amorçage qui n'existait pas il y a quelques années. On a fait 1 milliard de financement cette année, en 2014, près de 40%. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des projets de plus en plus enthousiasmants, que 50% des jeunes qui sortent d'universités ou de grandes écoles veulent monter leur boîte. Donc, il y a un vrai mouvement qu'il faut accompagner. Alors, un des chaînons manquants pour faire ces grandes boîtes, c'est effectivement des financements qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros, qui manquent en Europe et qui sont assez présents aux États-Unis et qui conduit parfois à ce que des boîtes soient obligées de faire ce qu'on appelle le flip aux États-Unis. Et le mot-clé, c'est l'Europe. Alors, vous souhaitez sortir finalement du précaré français et jouer avec nos petits camarades européens. Exactement. Et ce type de financement, il faut que ce soit a priori des fonds qui soient plutôt européens. D'abord parce que ça va aider ces entreprises à être plus compétitives sur notre terreau naturel qui est l'Europe et faciliter en particulier des opérations d'installation quand on est français en Allemagne ou inversement en Allemagne en France ou des opérations d'acquisition. On voit Drivey par exemple qui est un des leaders de l'autopartage qui vient d'acheter son concurrent en Allemagne, un peu comme Blablacar y a fait il y a quelques années. On le voit au niveau en effet des entreprises, au niveau des financements, est-ce qu'on commence à avoir des rapprochements? Oui, on commence à le voir. D'abord parce que clairement, on a une chance assez exceptionnelle en France, c'est qu'on a un terreau de fonds de capital risque qui est très important. L'Allemagne n'a pas eu cette politique volontariste depuis une dizaine d'années. Et donc, si on commence à créer des fonds pan-européens, des gros fonds qui sont capables d'accompagner ces entreprises sur la durée avec plusieurs dizaines de millions d'euros, on est assez convaincu que les fonds français auront leur place à jouer du fait de cette absence de fonds en Allemagne. J'exclus évidemment un peu les anglo-saxons qui ont leur modèle très centré sur l'Angleterre, mais on peut jouer un rôle en France avec les fonds français qui sera assez important, on le pense, dans cette future industrie européenne du capital risque qui sera sur une base française. Benoît, on vous passe le micro également. Comment est-ce que vous insérez avec le Conseil national du numérique dans cette dynamique et quel rôle vous voulez jouer, vous, et porter?
Nous, on a essayé d'être, depuis, avec Marie et les autres membres du Conseil national du numérique, on essaie un peu d'être le lobby de ceux qui n'en ont pas. Parce que, je racontais tout à l'heure, c'est une anecdote, mais à chaque fois que je vais à Bercy, je croise les gens de chez Thales et d'Orange, mais pas de Blablacar. Et pour une raison qu'on comprend, un start-upper, un innovateur, il a autre chose à faire que de défendre ses intérêts dans les antichambres du pouvoir. Donc, Mais c'est ça, ce qu'on a essayé de faire. c'est un point, juste une parenthèse là-dessus, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le Graal, c'est d'être dans les couloirs de Bercy, d'être reçu par Macron. Aux États-Unis, on rêve de rencontrer Steve Jobs, Larry Ellison, enfin, feu Steve Jobs ou Bill Gates. Il y a aujourd'hui des problèmes d'environnement juridique, il y a des décisions à prendre. Et si vous avez effectivement que les entreprises qui ont en moyenne 110 ans, qui vont défendre leurs intérêts, et c'est normal qu'elles le fassent, et elles le font très bien, et ceux qui en réalité ont besoin d'être soutenus aujourd'hui ne le font pas, il y a un problème parce que ça veut dire que les lois vont être changées et pas adaptées à ces acteurs qui sont les acteurs émergents. Et il y a un vrai sujet, et on peut prendre plein d'exemples. Nous, on pousse et on appelle d'ailleurs au Conseil national numérique à ce qu'il y ait enfin un Innovation Act au niveau européen. C'est des choses très concrètes. Comme le Small Business Act. Le Small Business Act, on l'a attendu 20 ans. Donc on va pas il n'est jamais venu, en fait. Il n'est jamais venu. Donc là, on pense que de toute façon, le sujet aujourd'hui, c'est plus simplement les petites et moyennes entreprises, c'est l'innovation. On est au début, ce que vous disiez très juste tout à l'heure, on est au début d'un énorme cycle d'innovation. Et ça n'est que le début, donc il ne faut pas désespérer parce qu'il n'y a pas eu de Google français ou de Facebook allemand. On est au tout début de cette histoire-là. En revanche, donc, toutes les cartes sont encore, d'une certaine manière, en train d'être redistribuées. En revanche, il faut se donner tous les moyens de faire émerger les Google de demain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, nous, on appelle à ce qu'il y ait un statut de jeunes entreprises innovantes européen pour régler un peu tout ce fatras administratif de démarches, etc., qui fait que c'est compliqué. Mais Benoît, on a l'impression qu'on attend encore une initiative politique. Non. Est-ce que le propre d'une start-up, et Marie pourrait en témoigner, c'est pas justement d'y aller, quelles que soient les conditions et le marché? C'est ce qu'elles font, heureusement. Et d'ailleurs, moi, je pense que là-dedans, la France a une belle carte à jouer. Vous donniez un exemple tout à l'heure sur le capital risque. Si on regarde dans les biotech, dans le big data, dans l'innovation d'usage, très honnêtement, aujourd'hui, ça ne se voit pas beaucoup. C'est sous les radars. On n'en parle pas au journal de 20 heures. C'est des bonsaïs. Mais moi, je passe mon temps à voir des innovateurs. Je pense que les Français, en réalité, dans ce nouveau cycle d'innovation, ils sont déjà très très bien partis. Parce qu'on est un pays de râleurs, on est un pays de hackers. Et donc, quand il s'agit simplement de remettre des boulons financiers, de faire en sorte qu'on fasse d'une certaine manière du downsizing ou autre, on n'est pas forcément les meilleurs. Quand il s'agit en revanche de remettre en cause un peu les pouvoirs établis, etc., on est très bon. En revanche, ce serait quand même mieux si l'Europe et si l'État français les soutenait davantage. C'est ça l'enjeu d'aller dans les antichambres du pouvoir. C'est pas pour être invité à des cocktails sous les lambris de la République. On a bien compris. Il y a un mot-clé quand même qui vous unit aussi, et de plus en plus, c'est que c'est le business en fait. C'est grâce et par le business qu'on va changer les choses, parce que le business, ça permet de quantifier, ça permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a une sanction tout de suite, non? Marie, c'est votre métier, hein, de voir faire de l'argent. C'est plus tabou. Ah oui, non, mais c'est surtout ce qu'on veut, c'est que les entreprises grandissent, que les gens aient de l'emploi. Mais ce sont des... Ça, j'entends l'emploi, tout ça, mais c'est aussi grâce au dynamisme de l'économie et aux boîtes qui réussissent, qui s'enrichissent, qu'on crée de l'emploi. Oui, alors il y a une chose. On change d'époque, non? Oui, et il y a une chose qui est très marquante dans le numérique, c'est que c'est intrinsèquement lié à la société. C'est-à-dire que comme on est sur la désintermédiation, le propre des entreprises du numérique, c'est de s'adresser directement aux gens. On est dans l'usage, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus large, le numérique, que juste de faire de l'argent. Ouais. C'est de changer la manière dont les gens vivent ensemble. J'entends. Mais on change la société grâce à des entreprises et qui sont dans le moteur, le business model et le business, et pas juste un financement, une subvention. Non, bien sûr. Voilà. On est en train de construire des produits, des usages, ça génère des richesses. Qui doivent être rentables, en fait. Exactement, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mais l'autre chose qui nous unit et qui fait que finalement on arrive à être entendu, c'est la data. C'est-à-dire que quand on parle, quand on dit des choses, on montre avec des chiffres ce qui se passe sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait le baromètre France Digital en disant mais regardez, il y a 42% de croissance annuelle des startups du numérique en France, il y a 40% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger, ça entraîne 25% de croissance des effectifs tous les ans, et ces effectifs, ce sont des jeunes qui ont 32 ans d'âge moyen, qui sont embauchés en CDI à 93%. Donc on arrive avec des chiffres toujours, et je pense que c'est ce qui nous unit aussi, c'est de dire, on mesure, il y a des métriques. Regardons ce qui se passe, et à partir de là, construisons. Paul-François, vous voulez regarder ces chiffres de près? Oui, bien sûr. On a fait une étude il y a quelques mois sur le capital risque, parce que un des gros messages qui sortait, c'était le capital risque, c'est risqué et donc on perd de l'argent. Alors, c'était vrai dans le passé, parce que l'industrie française du capital risque, elle a une quinzaine d'années, 20 ans. Il y a eu la bulle Internet qui s'est dégonflée. Il y a eu la bulle Internet, donc il y a eu des effets, mais elle est née juste au moment de la bulle Internet, effectivement. Et le capital risque aux États-Unis est né dans les années 50. Hein. On voit bien aussi la différence de culture qu'on est en train de rattraper. Et donc, on a mesuré cette industrie du capital risque. Pour 1 euro investi dans les 15 dernières années,
on a rendu, l'écosystème du financement a rendu 1,1 euro. Alors comme il a fallu faire payer un peu les capitaux risqueurs, c'était presque négatif. Par contre, quand on regarde le futur, c'est-à-dire les entreprises qui sont investies, on est déjà à 1,2 euros pour 1 euro investi. Donc on rentre dans le cycle de rentabilité et ça veut dire surtout que ça s'accélère. C'est-à-dire qu'entre le passé et le futur, on est déjà dans des croissances de 10%. Et donc on est persuadé aujourd'hui que cette industrie, elle est florissante, qu'elle va être un vrai relais financier important et qu'il y a de plus en plus de fonds qui devraient se détourner vers ce nouveau secteur qui va devenir un secteur d'avenir, on en est convaincu. Benoît, une dernière question pour conclure cet échange. C'est quoi pour vous le signe qu'il n'y a pas une bulle qui est en train de se créer autour du numérique? Il y a ce débat un peu sur les valorisations, notamment beaucoup aux États-Unis. Vous, comment est-ce que vous sentez ces choses? Non, je crois. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des investissements qui vont tout d'un coup se révéler ne pas être bons. Je veux dire, c'est évident qu'il y en aura. Mais, et c'est même aussi un moteur d'ailleurs, presque. Bien sûr. En revanche, là, je pense ça n'a rien à voir avec les années 2000 pour plein de raisons. Là, on n'est pas d'abord sur un secteur. La transformation numérique n'est plus limitée à un secteur un peu émergent. Là, on est sur du dur. Je veux dire, aujourd'hui... Tout le monde vient nous le raconter, là. Oui, mais bon, la banque, l'assurance, la SNCF et autres, aujourd'hui, je veux dire, quand vous discutez avec le PDG de BMW, maintenant, il comprend que l'operating system de sa bagnole est au moins autant important que son moteur. Vous imaginez le chemin parcouru. Et le moteur, c'est concret, quoi. Donc, ça ne va pas s'effondrer demain matin. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est quand même dans une phase qui est extrêmement différente et que du coup, il y a une urgence. Parce que quand même, si vous regardez un tout petit peu par rapport à ce que sont les États-Unis ou la Chine ou plein d'autres pays, très honnêtement, les écosystèmes locaux en Europe, ils n'existent pas. Donc il y a quand même une urgence. On a des innovateurs, on a des bons chercheurs, on les a mal soutenus, il faut qu'on change. Bon, et ben voilà, un message est passé. Merci à tous les trois et puis bon courage pour la suite de votre engagement numérique. À bientôt. Merci.